Salut, c'est Thomas Poutot. Bienvenue dans Splendid, un podcast mayennais qui s'évertue à concilier le spleen baudelairien avec l'éclat du splendide. Le premier mercredi de chaque mois, un invité passe au kaléidoscope émotionnel pour narrer son histoire. Sans jugement, embarqué dans le chariot de notre invité plein de contradictions, où le vertige des hauteurs côtoie les affres de ses abysses. À la technique, Alexandre Delière et Kevin Lollard. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'ancien footballeur du Stade Lavallois, Pascal Grosbois. Dans le poème 1 du Voyage, Baudelaire écrit la strophe suivante. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir. Cœur léger, semblables aux ballons, de leur fatalité jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi, ils disent toujours « Allons ». Ma présentation de Pascal Grosbois pourrait s'arrêter ici, après ces vers de Baudelaire qui décrivent ce qu'est un vrai voyageur, celui qui part le cœur léger, semblable à un ballon. À un ballon de football, pourrais-je préciser. Un ballon rond, pas tout à fait comme la planète Terre que Pascal a visitée, en long, en large et en travers, toujours prêt à dire comme un moussaillon « Allons ». Né sur les bords de Loudon, le 14 avril 1963, Pascal Grosbois est aujourd'hui, entre autres titres honorables, spécialiste des coups de pied arrêtés. Pourtant, lui est atteint du syndrome de la bougeotte, puisqu'il n'a pas cessé d'être en mouvement. En l'espace d'une transversale, d'un petit pont, d'un 1-2 sur le côté gauche, d'un centre en retrait dans la surface et d'une frappe en une touche de balle en pleine lulu, je me risque à décrire avec la précision d'un renard des surfaces les différents visages de Pascal Grosbois. Il découvre le football à Angers, puis à Segré, revient à Angesco en 1983 et à partir de là, il réalise une carrière de footballeur professionnel qu'il termine en 1995. Cette carrière totalise plus de 300 matchs au total, dont 100 matchs, tout pile, vécus au Stade Lavallois. C'est sous les couleurs tango que Pascal Grosbois connaît sa seule saison, celle de 88-89, en première division. Reconverti en tant qu'entraîneur de football, Pascal Grosbois connaît une suite de carrières qui ressemble aux grands panneaux d'affichage des aéroports internationaux reliés par la mondialisation. Il prend en main les sélections réunionnaises et qataries des moins de 17 ans, devient recruteur pour le Stade Rennais, entraîne une équipe de D2 à Dubaï et prend en charge l'équipe féminine de Condé entre autres. Sans plus tarder, parce que la troisième mi-temps nous tend les bras et parce que c'est impossible de brosser un portrait objectif et complet d'un tel vagabond, je répète gaiement, comme Baudelaire, allons, et même mieux, allons-y gaiement. Bonjour Pascal, tu viens tout juste de revenir du Bénin, bronzé comme un pulse. Comment va le spleen aujourd'hui ? Aujourd'hui, il n'y a pas de spleen. Pour moi, il n'y a aucun ennui dans ce que je peux faire. Là, j'ai découvert un pays, le Bénin, un pays africain en pleine expansion, avec la ville, la capitale économique Cotonou. J'ai découvert des gens très respectueux, gentils, agréables et bosseurs. Et bosseur, c'est-à-dire bosseur dans le travail, dans... Quelle notion justement de travail tu retrouves chez eux ? Alors, chez eux, je retrouve la notion de se développer. Donc, ils sont constamment en recherche, que ce soit les dirigeants ou les joueurs de football et même les supporters. Ils ont envie d'avancer et découvrir ce que pourrait être la modernisation en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle on m'a sollicité pour justement transmettre mes expériences, mes connaissances. Et il me regarde avec des grands yeux pour réussir l'objectif. Donc on va pouvoir revenir justement sur tout cet aspect du Bénin et de tes voyages. Je voudrais d'abord resituer les choses pour nos auditeurs. Tu n'es pas né en Mayenne, mais j'imagine que tu es très attaché, puisque tu étais joueur, comme je le disais, au Stade Lavallois, et manager général durant 2 saisons à l'US Angers. Il représente quoi ce département pour toi, la Mayenne ? Le département de la Mayenne représente beaucoup. Ma femme y est née, à Ernée, exactement. Et moi, je suis né dans le Haut-Anjou, donc c'est tout proche de Laval et de la Mayenne. Donc c'est un département où j'ai commencé à faire mes classes en première division avec Michel Lemillinaire. Donc j'ai vécu de très bons moments, même si on est descendu en D2 à l'époque. Mais j'ai aussi côtoyé des gens charmants, notamment des Africains,
avec qui j'ai noué beaucoup de relations, des garçons comme Aubameyang, des garçons comme Omambik, Diaby Sekana, et j'en passe. Voilà, donc j'ai une grande affinité. Ça fait plus de 10 ans que j'habite à Laval, au Bourgny exactement, et c'est mon département de cœur. Et quand on s'est échangé des messages, tu te caractérisais comme étant globe-trotter. C'est une appétence que tu as depuis toujours ou qui s'est développée justement avec le temps? Bah, c'est-à-dire que ça commençait en fait, le fait d'être globetrotter, ça commençait à la fin de ma carrière, puisque je me suis exilé à l'île de la Réunion pendant 5 ans. D'accord. Donc j'étais entraîneur et joueur en même temps. Et là, j'ai pu découvrir aussi l'Afrique, puisque j'ai fait la Coupe d'Afrique et la Coupe des Dômes aussi avec la La Réunion. Réunion participe à la Coupe d'Afrique? Il participait Ok. à mon époque. Il participait à la Coupe d'Afrique. Et donc j'ai découvert l'Égypte, la Tunisie, le Mozambique, l'Afrique du Sud, Madagascar, Mayotte, et toute la région, les Seychelles, toute la région de l'océan Indien aussi. J'ai découvert le Kenya. Et la Réunion est une île cosmopolite. Et c'est ce qui m'a donné le goût de voyager. D'accord, retrouver cette diversité de personnes, d'appétences, de... Eh ben, la Réunion, elle porte bien son nom, c'est la réunion de toutes les cultures et de toutes les races. Donc il y a des Indiens, il y a des musulmans, il y a des Arabes, il y a des Malgaches, des Africains, des Français, des oreilles, on appelle ça. Ouais. Ouais, ouais. Et J'ai fait 3 semaines à La Réunion. Moi, j'accompagnais mon père qui a fait la Diagonale des Fous là-bas. Et oui, j'ai retrouvé effectivement une île cosmopolite avec vraiment. Enfin, je dirais qu'il y a un vrai développement de l'empathie en fait, justement de par cette mixité complète tout quoi. à fait. La Réunion, c'est un exemple d'assemblage et de tolérance. Je dirais, tout le monde s'accepte, tout le monde travaille avec tout le monde, il n'y a aucune différence de race. Et pour en revenir à la Diagonale des Fous, je l'ai fait aussi. Ça m'a D'accord. permis de découvrir les trois cirques, le La, la, volcan. la Tout à la plus fait. longue distance? Ok, Là, j'ai j'avoue. fait les 145 km. Ok, Ouais. Ouais. je sais Et ce j'ai que. terminé, j'ai survécu. Yes. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a un t-shirt à la fin, j'ai survécu quoi. C'est ça. Ok, Voilà. mon père aussi, et enfin, moi je l'accompagnais dans ce processus-là, et enfin, c'est une course qui est Ouais. incroyable. Donc, Excellent souvenir. chapeau. Merci. Chapeau. Et justement, les scientifiques, ils ont démontré que les émotions, c'est des réactions psychologiques et physiques partagées dans le monde entier. Pourtant, j'imagine qu'au gré de tes voyages, tu as trouvé des différences émotionnelles entre ces différents pays-là, où il y a une homogénéité Quand on fait un parcours de joueur ou d'entraîneur, en France et à l'étranger, on vit toutes les émotions possibles, de joie, de tristesse, de peur, parce on arrive dans l'inconnu, donc on est réticent au départ, et l'inconnu nous fait toujours peur, et on finit par l'apprivoiser, et puis moi, partout où je suis passé, j'étais accepté par les gens, parce que je dirais, j'arrive à m'adapter, tout en essayant d'imposer quand même sa philosophie. Et donc les émotions, elles se gèrent au fil de nos expériences, quoi, en fait. Ouais. On apprend à mieux se connaître. ouais, Et donc aussi. on arrive aussi, moi j'aime bien tout ce qui est gestion des émotions, je me suis formé en coaching mental, en prépa mentale, donc il y a des moyens, des outils pour mieux maîtriser ses émotions. Et quand on parle de gestion des émotions dans le sport, c'est ce qui, à mon avis, peut faire la différence au haut niveau, quoi. Il faut arriver à être en fait concentré et décontracté en même temps. Justement, tu dis que en partant, tu te retrouves d'une certaine manière. Après, on peut aussi dire qu'en partant, on peut essayer de fuir quelque chose. Est-ce que tu as cette impression-là ou finalement pas du tout? Non, 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 non. Moi, je me sens bien vraiment à l'étranger. En France, bon, j'ai travaillé avec des clubs professionnels au niveau des coups de pied arrêtés, mais comment dire, je me sens mieux avec des étrangers qui ont davantage de respect, quoi, en fait. Ils sont plus à l'écoute. Et ça D'accord. me plaît bien. Donc c'est surtout pas une fuite, c'est surtout un transfert d'expérience et de connaissances que je souhaite mettre en place, quoi. Comme si le transfert était plus important, plus fluide, parce que justement, il y a plus de différences, c'est ça? Oui, oui, donc j'ai pas la, j'ai pas la prétention d'apporter la science infuse, mais c'est vrai qu'on est davantage écouté
à l'étranger parce que on a une expérience de haut niveau. Alors qu'en France, la mentalité elle est beaucoup plus contestataire. Il faut convaincre non seulement l'entraîneur général, mais il faut convaincre le manager général, il faut convaincre le trésorier, il faut convaincre le président, il faut convaincre le directoire, il faut convaincre les médias, etc. Les couches administratives françaises. Voilà. Et donc à l'étranger, c'est plus facile. On a tout de suite accès au président, quoi. Après, tu parles de convaincre, mais dans l'échange, j'imagine aussi que toi, tu es prêt à recevoir, sinon il n'y a pas de relation en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Tout est bon à prendre chez les individus. Et justement, au Bénin, j'en ai connu, pour parler du Bénin, j'ai connu des joueurs au Bénin, à Niort notamment, il y avait une filière Bénin et Chamois-Niortais. Les joueurs sont timorés, ils sont timides. D'accord. Et justement, l'idée, c'est vraiment de révéler la valeur humaine, les qualités que représente le personnage, quoi. Je fais l'amalgame avec les sections féminines, les joueuses. Les joueuses sont un petit peu aussi renfermées parce qu'il faut qu'elles prouvent et ça crée une certaine pression, alors que y a des joueuses qui ont un potentiel énorme et il faut arriver à les accompagner pour justement révéler leur potentiel, quoi. C'est assez intéressant parce que finalement le terrain est le reflet aussi de notre société, que ce soit de par les femmes à qui on ne laisse pas suffisamment d'espace ou d'écoute, et de par aussi les étrangers, que, là, C'est ça. comme tu le soulignes, quoi. En fait, c'est arriver à donner confiance au personnage et la confiance, la relation de confiance, elle se construit. Elle ne vient pas comme ça du jour au lendemain, mais quand on est sincère, quand on est honnête, rien qu'avec le regard, les attitudes, la transmission, la relation de confiance, elle s'établit très très rapidement. Et ça, il n'y a pas besoin de faire de grands, de grands gestes, de grands discours. C'est naturel, ça devient naturel. Ouais, ça passe par justement, enfin moi des valeurs que je peux défendre, ça va être la sincérité et je dirais des valeurs nobles en fait. Tout à fait. D'humain à humain quoi. Ouais, de simplicité, des valeurs de simplicité, d'honnêteté, d'authenticité. Ok. C'est hyper intéressant parce que moi justement j'ai été joueur au sein du centre de formation au Stade Lavallois, Ah ouais, j'ai été formé à l'US Changé et, d'accord. et justement moi j'ai pas toujours retrouvé ces valeurs-là. Donc c'est ce qui m'a éloigné des terrains et c'est pas des valeurs en fait que j'ai retrouvées énormément au sein je dirais du monde football et moi ça me fait plaisir justement de t'entendre aujourd'hui toi qui est à l'intérieur je dirais, du système et qui finalement défend aussi ces valeurs-là quoi. Je suis passé par là, je sais ce que c'est. Il faut arriver à trouver les bonnes personnes qui puissent t'accompagner, qui prennent le temps, parce que tout va très très vite, il faut aller très très vite, et parfois on laisse des joueurs de côté ou des joueuses de côté, alors qu'elles ont un énorme potentiel, où il y a eu une incompréhension, et on n'a pas approfondi le sujet, quoi. Il faut savoir que des jeunes qui ont des échecs, c'est parce qu'ils ont parfois des parcours chaotiques, parce qu'il y a eu, je sais pas, par exemple, il y a eu un drame familial, ils ne s'en sont pas remis, il faut qu'ils aient du temps, 2 ou 3 ans pour s'en remettre, pour faire le deuil, et à partir de là, ou alors ils n'ont pas compris certaines choses, ils ont eu des mauvais comportements, parce que ils ont eu un mauvais environnement, donc il faut arriver à déceler tout ça pour qu'il aille vers le bon chemin, quoi. Et toi, là-dedans, dans le monde du football, tu as trois prismes. Tu as le prisme du joueur, de l'entraîneur et aujourd'hui aussi davantage de l'analyste. Est-ce que chacune de tes facettes a nourri les autres? C'est-à-dire, est-ce que le joueur que tu étais a fait que tu es devenu l'entraîneur que tu étais ou tu as... Enfin, tu... Disons que moi j'ai été joueur un peu, pas par hasard, parce que bon, j'ai fait des sacrifices, J'imagine. mais c'était pas donné, j'avais pas l'ambition de faire une carrière professionnelle. J'étais donc chez mes parents, je fais partie d'une famille de 15 enfants, des D'accord. parents agriculteurs qui ont bien élevé leurs enfants, et moi, il était interdit que je fasse une carrière de professionnel, de joueur professionnel, parce que dans la famille, fallait travailler 8 heures par jour et faire un métier, quoi, apprendre un métier. Un vrai métier. Moi, c'était mon cas, pour mon cas, c'était être maçon. D'accord. J'avais dit à mon père, c'est un peu dur quand même, et donc j'ai privilégié les études. Donc j'ai demandé j'étais le premier à passer le bac, j'étais en sport-études à Angers, et puis après, ils ont décelé des qualités chez moi, notamment le FC Tours et le SCO d'Angers. Donc
j'ai pu signer à Angers. Et j'ai eu de la chance, lors de ma première année de stagiaire, fallait faire 15 matchs dans la saison. Donc j'ai eu de la chance que l'entraîneur me fasse confiance et j'ai fait 28 matchs dans la saison pour signer un contrat professionnel, et ce qui m'a permis de lancer ma carrière, quoi. Et tu étais quel type de joueur? Un maçon ou justement tu étais plus doux dans ta pratique? Non, j'étais beaucoup plus technique. Et j'étais pas. Attention, je faisais un gros travail obscur aussi, mais j'avais une vision du jeu et un bon pied gauche D'accord. qui m'a une qualité innée que j'ai développée à travers des frappes, des coups francs marqués, etc. Et ce qui m'a permis de me différencier des autres, quoi. J'étais capable de faire une longue transversale pour mettre le ballon dans la course de l'attaquant, et j'avais une bonne technique, quoi. Donc je charbonnais, mais avec une bonne technique. Ouais. Bonne connexion entre les deux alors. Et on va y revenir, mais est-ce que c'est toi aussi qui tirais justement les coups de pied arrêtés à l'époque? Oui. À Angers, j'ai tiré, à Laval aussi. J'ai mis quelques coups francs, des pénaltys. J'ai même pu mettre un corner direct avec le Stade Lavallois en Coupe de France. Donc ça, c'était top. Ouais, non. Bien joué. Et c'était voulu. C'était sympa. Et tu as également accompagné des clubs en amenant tes conseils, notamment justement sur les coups de pied arrêtés, des clubs comme Angers, l'année de leur montée où justement ils ont marqué de nombreux buts. Et tu as créé une entreprise, GPS Plus. Ce GPS-là, c'est pas le géopositionnement par satellite, mais l'articulation des prénoms Gabin, Pauline et Simon. Ils représentent quoi ces personnes pour toi? Alors, GPS, oui, c'est Gabin, Pauline, Simon. C'est ma famille, c'est mon socle de sécurité, quoi, je dirais. Justement, quand on est en difficulté, quand ça bloque, on est en période difficile, ça permet de s'évader et puis de se ressourcer, quoi. Et ça, c'est la fidélité qui permet de repartir de bon pied, quoi. Et je suis très fier de mes enfants. Et tout ce que je fais en fonction de. Enfin, je suis fier de réussir pour mes enfants, quoi. D'accord. Oui, pour prolonger la métaphore de la maçonnerie, finalement, c'est la base de la maison, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi, en même temps, à travers mon rôle, quoi, de mon travail, c'est de transmettre ces valeurs-là de combativité, de rien lâcher, de transmettre aux autres, d'aider les autres aussi. Et GPS a une autre signification, c'est comme un guide. Je suis comme un guide. J'accompagne les joueurs à améliorer leur potentiel dans les coups francs. Et justement, GPS, plus en détail, qu'est-ce que c'est? J'ai lu que tu travailles avec les tireurs pour leur apprendre à gérer leurs émotions. Donc là, on est dans Splendid. Moi, ça m'intéresse directement. Comment est-ce qu'on gère ces émotions? Les émotions, on les gère à travers des routines qu'on peut se fabriquer, se construire. Hein. L'idée, c'est d'avoir des repères personnels. Quand on tire un penalty ou un coup franc, on peut citer le cas de Mbappé qui a manqué son penalty contre la Suisse. Alors, je parlais de la responsabilité sur les épaules de Thuram. Vous imaginez là, Mbappé qui n'a pas marqué un but du tournoi pour l'instant. Y compris dans ce match, il a loupé quelques occasions. Il pense pas à ça, Christophe, là, il pense à bien se concentrer. Non, mais nous, on y pense. Tirer. Non, mais je vous dis ce qu'on ressent et ce que beaucoup ressentent certainement. Je fais des petits films comme ça. Voilà. C'est fini, l'équipe de France est sortie, les champions du monde sont éliminés par la Suisse. Oui, c'est fini. C'est fini, Yann. La Suisse est qualifiée, bien sûr, c'est l'exploit. Yann Sommer a fait l'arrêt face à Kylian Mbappé. Il s'agit de pouvoir rentrer dans sa zone de confiance, quoi. Et c'est-à-dire qu'avant le tir, il y a une pré-routine de quelques secondes ou même d'une minute, puisque le temps de marcher du rond central jusqu'au ballon. Donc il se passe plein de choses. Le cerveau, il se pose des questions. Et souvent, ce sont des images négatives qui ressortent. Et donc j'imagine Mbappé dans quel état de tension il a dû être. Et l'idée, c'est de justement enregistrer des données positives, des images positives pendant tout le parcours, là, pendant la minute qui a précédé le tir. C'est de pouvoir enregistrer des images positives, des pensées positives qui sont déjà construites en amont, de façon à ne pas perturber le cerveau et d'être en confiance au moment du tir. D'accord. Donc c'est un rituel bien organisé, dans un ordre bien précis, qui permet de libérer d'avoir son énergie, de libérer toute l'énergie positive
au moment du tir. Et est-ce qu'on peut aussi être dans une forme de manipulation des émotions, c'est-à-dire on va pousser un joueur en colère à être encore plus en colère pour qu'il se dépense sur le terrain ou On peut pousser, ouais, effectivement, faire réagir des gens, quoi, dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître ses joueurs, en fait. Il faut très très bien connaître ses joueurs pour savoir comment ils fonctionnent. Et on peut activer tel ou tel levier pour le motiver, pour le calmer, pour le rendre performant, quoi. D'accord, ça passe vraiment finalement par une connexion aussi, une relation avec le joueur de long terme en fait, pour apprendre à le connaître, c'est bien ça? C'est ça, Ok. tout à fait. Voilà, donc c'est un process très très long. Ouais. Et toi, comment tu es au quotidien? On m'a dit que plus précisément en famille, tu étais assez calme et que tu ne laissais pas justement forcément transparaître tes émotions. Pourquoi ce choix si jamais c'en est un? C'est-à-dire, non, c'est pas forcément un choix, c'est une protection certainement, parce que moi je suis quelqu'un plutôt anxieux, donc c'est pour ça que j'aime bien lire. Je peux comprendre. Et je suis jamais très très à l'aise au départ, au prime abord. Et donc je lis beaucoup de livres sur la psychologie, la gestion humaine. Et c'est vrai que je montre pas toujours mes émotions parce que bah, j'ai besoin de me protéger, quoi. Mm. Et l'autre revers on va dire de la médaille, on m'a dit également que tu avais un esprit décalé, avec un bon humour et toujours un côté festif. C'est quelque chose effectivement que tu approuves ou... Ouais, non, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. J'aime bien l'humour, Ok. les jeux de mots. Voilà, j'adore ça. Donc moi, j'étais un joueur de Scrabble, hein. J'ai fait les championnats de D'accord. France de Scrabble. J'ai raté beaucoup d'entraînements à Angers parce que j'avais les championnats de France de Scrabble. Et j'adore la littérature et enfin, j'adore les jeux de mots. Et D'accord. bon, après, voilà, j'ai un petit humour qui au troisième degré parfois, qui Faut- fait rire ou pas. Ouais, ouais, bien Mais sûr. bon, Du moins que ça nous moi fait ça me rire plaît. nous-mêmes. Voilà, Déjà, si on arrive à se faire marrer soi-même, je tout trouve à qu'on a fait. gagné quelque chose. Et puis bah, j'adore les rassemblements de famille ou de copains pour refaire le monde. Hmm. Ok, c'est ça. Ouais. Et tu tournes autour du monde et tu le refais à Voilà, l'envers. tout à fait. D'accord. Et justement, tu parles de jeux de mots. Est-ce que tu... En introduction, tu me disais que non, aujourd'hui, tu n'étais pas arrivé avec le spleen. Est-ce que c'est quand même quelque chose que tu connais? Le Oui, Vagala, la ouais, tout à mélancolie. fait, parce que la carrière d'un joueur ou d'entraîneur, elle est faite de haut et de bas. Et souvent, il y a des creux dans la vague. Donc, c'est là que parfois, bah, on s'interroge, quoi. On s'interroge. Ça m'est arrivé d'avoir du spleen profond. C'est le dernier spleen profond. Bon, j'avoue qu'il y a 3 ans ou 4 ans, quand j'étais au Paris FC, j'étais pas bien là-bas. D'accord. Et il m'est arrivé un accident, quoi, voilà. Donc, j'ai pas pu travailler pendant 3 mois. Donc, c'était compliqué. Mais j'ai toujours réussi à rebondir. À rebondir. Ouais. Finalement, l'idée de Splendid, comment du pire on peut, d'une certaine manière, tirer le meilleur, quoi. Voilà, bah, c'est comme ça. L'entraîneur est lié au résultat. Ouais. Est lié au résultat de l'équipe. Et parfois, on contrôle pas tout. Donc, on maîtrise pas tout. Il y a un environnement très complexe à gérer. Et bah, c'est avec le temps, maintenant, je relativise j'ai des outils maintenant pour me blinder. Et voilà, donc D'ailleurs, est-ce que ce serait sain de tout contrôler? non, c'est impossible de tout contrôler, au contraire, parce que je pense qu'à un moment donné, le cerveau, il y a un trop-plein. Donc, il faut arriver à vider la cuve, on va dire, pour repartir d'un bon pied. Et on ne peut pas tout contrôler, mais il faut contrôler en fait tout ce qui est contrôlable. Il y a des choses, moi en Afrique par exemple, il y a des choses, la politique, je ne veux pas m'en mêler, il ne faut surtout pas, parce que c'est impossible. Ils font leur cuisine à eux, quoi. D'accord. Et là, c'est pas mon domaine, donc je laisse faire. Je suis obligé. D'une certaine manière, tu as une forme de pensée stoïcienne, quoi. Finalement, je ne peux gérer que ce qui est gérable pour moi. Enfin, je ne vais pas gérer Tout à fait. la météo et je vais pas m'énerver contre la météo étant donné qu'on a, Voilà, c'est comme ça. on a aucun, comment dire, on n'a aucun poids sur la météo. On ne peut pas choisir qu'il Bien fasse sûr. beau. Aujourd'hui, il fait beau, ça fait du bien. Voilà. Mais on ne peut pas gérer son environnement, je dirais que d'une certaine manière, mais on peut se gérer soi-même, quoi, et ses propres réactions. Tout à fait. C'est ce que je dis à mes joueurs. Faites en sorte de bien faire ce qui dépend de vous.
C'est-à-dire que l'adversaire, si il est capable de faire une feinte, un énorme dribble, et qu'il n'arrive pas à le contrôler, c'est pas grave. Mais au moins, l'idée, moi je suis pour les 4 accords Toltec. D'accord. C'est de faire son mieux et avoir des paroles impeccables, ne pas faire de suppositions personnelles. Et l'autre accord, c'est. Ça va me revenir tout à l'heure. Mais ne pas faire de suppositions, ouais. D'accord, tu lèves la main si Voilà. jamais tu... C'est ça, voilà. Mais comment tu l'imagines la suite de ta carrière aujourd'hui? Tu vas retourner au Bénin à la rentrée ou comment ça se passe? Alors là, le projet, il est clair en plus, donc c'est pour ça que j'ai signé pour 3 ans. D'accord. Pour l'AS Cotonou, géré par la CNSS et la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est la plus grosse boîte au Bénin, et avec le club phare de l'AS Cotonou. Donc du coup, le poste est très clair, c'est le poste de directeur sportif qui va demander à structurer le club de façon beaucoup plus professionnelle. Okay. Et former aussi des jeunes, révéler des pépites pour pouvoir les envoyer en Europe. Voilà. Et pourquoi cet attrait pour la jeunesse? Pour moi, la jeunesse, c'est le gros potentiel, c'est l'avenir. C'est l'avenir, donc il faut pouvoir les accompagner. Ils sont pleins d'énergie, pleins de jus, pleins de créativité. Donc il faut les accompagner, ça c'est clair et net, c'est l'avenir. Donc ils ont tous un réel potentiel qu'il faut exploiter et développer. D'accord, ça fait plaisir. Enfin, je trouve que nous, on a besoin aussi d'être accompagnés dans cet élan-là, dans cet élan de vie aussi. Tout à fait. Et besoin d'être soutenu justement par les générations plus anciennes. Ouais, et puis moi, je vais pas travailler jusqu'à 65 ans. Hein. Ou 70 ans comme certains, je vais laisser la main aux jeunes, qu'ils aillent sur le terrain. Faites du bien si vous nous libérez cet espace-là, nous bien on sûr. est preneurs. Et tu disais que tu apprécies les jeux de mots. Est-ce que tu as des remèdes un peu au vague à l'âme ou des auteurs justement de littérature qui te permettent toi de rire? Enfin, je sais pas, moi quand tu me dis jeux de mots, je pense à des Boris Vian ou des personnes moi qui me touchent, qui me parlent beaucoup. Mais Raymond Devos, c'était marrant, j'aimais bien. D'accord. Voilà, des humours comme mais après j'ai pas spécialement, je pense qu'il y a à apprendre au moment venu. Coluche, j'aimais bien évidemment. Et puis là, dans l'actualité, c'est plus des auteurs, des journalistes quoi en fait, qui vont me permettre. Moi, je lis beaucoup l'Équipe tous les jours quasiment. Il y a toujours des beaux articles ou des fois Le Monde, Libération. Enfin bon. Oui. Il y a aussi des très belles plumes. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je dirais c'est bien rédigé. Les grands écrivains français, notamment contemporains actuels, sont des anciens ou sont toujours des journalistes. Serge Chalandon, Emmanuel Carrère, toutes ces choses-là. J'ai pas tout à fait cette mémoire des auteurs. Ah oui, que ce soit en musique ou en livre ou en cinéma. Et sinon, toi, dans tes remèdes au vague à l'âme, tu convoques une autre balle qui est plus petite, blanche, et qu'on met dans les trous. Je sais pas si tu as quelque chose avec le caractère sphérique des choses, la terre que tu arpentes, le ballon de football que tu as envoyé à droite à gauche, et finalement la balle de golf. Pourquoi le golf en tant que remède ou en tant que plaisir Ça doit être un paradoxe à mon avis, parce que j'aime bien tout ce qui est carré, organisé, mais à l'intérieur justement la petite balle ronde ou le ballon qui va dans le rectangle vert du terrain, il doit pouvoir se promener un petit peu partout. Et la balle de golf, c'est un sport que j'ai découvert au Qatar. Et j'adore parce que c'est mental, c'est un sport cérébral quoi en fait. Il faut maîtriser ses émotions tout en faisant le très bon geste. Donc il faut gérer le stress pour libérer le geste et envoyer la balle là où il faut quoi. D'accord, c'est vraiment allier le mental et le corporel. C'est ça. D'accord, c'est beaucoup de gestuel j'imagine. Oui, tout à fait. Okay. Et beaucoup de gestuel et beaucoup de mental. Il ne faut pas être crispé devant la balle, sinon... Est-ce que ça ne s'apparente pas à une forme de méditation aussi? C'est pour ça que ça peut être une forme de plaisir, finalement une concentration sur un élément. Concentration, ouais, tout à fait. Je prends énormément de plaisir en faisant un birdie, par exemple, ou jouer avec des copains, parce que ça chambre pas mal. Et ça, j'aime bien ce terrain-là aussi où ça chambre. Il y a beaucoup d'humour, donc on rigole bien. Et puis après, j'en fais pas une compétition, quoi, en fait. C'est vraiment une balade du cerveau
et dans un endroit très naturel, très joli. Et tous les golfs sont beaux. Oui. Il y en a au bord de la mer, il y a du sable, il y a des arbres, voilà, donc c'est magnifique. Et puis de temps en temps, je perds la balle. Mais c'est pas grave, j'en ai d'autres. Du moment que tu perds pas la boule. Voilà, je perds pas la boule. C'est bon. Voilà. Et tu parlais aussi de Pep Guardiola. C'est un entraîneur qui t'inspire ou Il m'inspire parce que d'une part, je le connais. J'ai joué contre lui au Qatar et j'ai joué au golf avec lui au Qatar. Et on a échangé. On a passé des soirées à échanger avec Sonny Anderson ou autre Franck Leboeuf. Et donc du coup, c'est un personnage qui est très méticuleux, très très sympa, très simple, et que j'adore parce que il a des performances en plus. Oui. Donc c'est un exemple pour moi. Il a écrit un livre, La Métamorphose, qui relate un petit peu tout ce qu'il a mis en place. Et comment il a mis en place. Il fait confiance aux gens. Okay. Il fait confiance aux gens. Donc c'est quelqu'un qui me plaît beaucoup. Il a révolutionné un peu le monde du football? Oui, un petit peu, ouais, parce qu'il a pas peur, en fait, d'oser, de créer des modèles de jeu, des systèmes de jeu, et puis c'est cohérent, il explique tout, quoi. Il explique tout, et je me souviens que au golf, il était très méticuleux, il avait un geste extraordinaire, et c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire. D'accord, ça va se par là aussi. Et sinon, comme autre habitude que tu peux avoir, c'est de regarder notamment à la télé des reportages, que ce soit géographiques ou animaliers. Quel plaisir tu prends? C'est quoi? C'est le voyage? C'est le voyage et la découverte d'une autre culture, par exemple. Et puis aussi les images. Les paysages sont magnifiques. Il y a des images qui sont réalisées superbes. Et la vie des animaux, c'est quelque chose de très simple et puis cohérent, quoi. Il y a toujours du sens. Oui, on peut le voir notamment chez les fourmis ou autres. Il y a toujours une organisation qui est stupéfiante, et ne serait-ce que chez les êtres humains aussi, qui peut être vraiment intéressante et dont on ne fait pas forcément attention, ne serait-ce que le mouvement des sourcils veut dire beaucoup sur nos états émotionnels. Moi aussi j'adore me perdre des fois dans toutes ces explications-là, en fait. J'aime les oiseaux, par exemple. Observer des oiseaux dans un jardin ou dans un parc. Le bruit des oiseaux, le son des oiseaux, leur parcours, etc. C'est très sympa à voir. Là, j'ai l'impression que tu me dépeins une géographie qui fait beaucoup envie. Et justement, il y a la dernière question du podcast qui est souvent assez bâtarde ou un peu compliquée. Pour revenir justement au maître Baudelaire, la création baudelairienne constitue une tentative, souvent désespérée, de répondre à l'accablement de la vie en édifiant un univers idéal. Pour conclure, sans vent d'optimisme, de quoi se constitue ton univers idéal? C'est simple. Je dirais il y a ma famille, le premier socle, que ce soit ma famille, mes enfants, ma femme, mais aussi ma famille qui est nombreuse, mes parents et mes frères et sœurs. Ça c'est le socle prioritaire. Ensuite il y a le travail. Le travail, il s'agit de s'épanouir dans son travail. Voilà. Après le troisième pilier, ça va être le social. Le social, les loisirs, la vie sociale. Et être entouré de gens sincères et d'amis, quoi. D'accord, merci beaucoup. Finalement, 3 piliers, on revient sur la maçonnerie, construction de béton, quoi. C'est ça. Merci voilà. beaucoup, Pascal. De rien, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Un grand merci à Pascal qui s'est arrêté à vélo devant mon domicile pour discuter du Stade Lavallois, de la vie, des rencontres, des valeurs que nous défendons, de l'accompagnement de la jeunesse, de la place des femmes, celle des étrangers et du grand voyage dans lequel il se lance avec sa famille, un voyage lointain d'être bénin. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout dans cet entretien carré qui, j'espère, ne vous aura pas fait tourner en rond. Vous retrouverez les références citées lors de l'épisode pour sortir du vague à l'âme dans la description. Je veux aussi remercier Simon pour la signature du contrat avec Pascal dans l'équipe Splendid, mon Zizou du graphisme Alexandre Delière et mon Mbappé du son Kevin Lollard.
Pour suivre nos actualités en attendant le prochain épisode qui sera diffusé le premier mercredi du mois prochain, suivez-nous sur notre page Facebook et sur Instagram, sur lesquels nous serons heureux de lire vos retours et vos suggestions. Pour nous soutenir, vous pouvez noter le podcast sur les plateformes de diffusion. N'hésitez pas non plus à le partager et à en parler autour de vous.